Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marc. J'exerce le métier de chef de rang, c'est-à-dire pour faire simple serveur dans un restaurant de Nice. En ce moment, pour la deuxième fois cette année, nous autres salariés de la restauration sommes non seulement confinés, mais aussi interdits d'exercer notre métier, et ce, pour une durée indéterminée. Les professionnels du secteur, patrons et salariés, main dans la main, ont pourtant travaillé dur, investi de l'argent pour les uns, du temps et de la disponibilité pour les autres, afin de mettre en place des protocoles sanitaires et garantir au mieux la sécurité des employés et des clients. Port du masque, installation de stations de gel hydroalcoolique un peu partout dans les restaurants, nettoyage des surfaces avec des produits virucides, réduction du nombre de places assises pour assurer une distanciation sociale, etc., etc. Bref, nous avons fait au mieux pour respecter les consignes qui nous avaient été données par le gouvernement et les autorités sanitaires. Et malgré ça, nous sommes aujourd'hui, plus que n'importe quel autre secteur d'activité, montrés du doigt. Les cafés et restaurants seraient des lieux particulièrement propices à la propagation du Covid-19. Les restaurateurs seraient de mauvais élèves qui ne respectent pas suffisamment les règles sanitaires. Alors certes, il y a des mauvais élèves, dans le secteur de la restauration comme ailleurs. D'ailleurs, le gouvernement nous traite, nous autres citoyens, nous autres électeurs, comme les élèves d'une classe primaire. Comme moi, dans votre enfance, vous avez sans doute connu et eu à subir ce genre de situation. Un élève fait une connerie pendant que le prof a le dos tourné. Le prof s'en rend compte, et comme il est incapable de débusquer le coupable du délit de lancer de boulettes ou d'avion en papier, il décide de punir toute la classe. Une punition collective, voilà ce que nous subissons actuellement. Après le déconfinement, au début de l'été, plutôt que de multiplier les contrôles afin de débusquer et éventuellement sanctionner les contrevenants en mesures sanitaires, au protocole mis en place, les autorités ont laissé faire. De juin à octobre, pas une seule fois nous n'avons été contrôlés par quelque autorité que ce soit pour vérifier la bonne exécution du protocole sanitaire. C'est un scandale. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes tous punis, indifféremment, ceux qui respectaient scrupuleusement les règles, comme ceux qui y contrevenaient. C'est profondément injuste, et l'injustice engendre la colère engendre la révolte engendre la violence. Car je vous le dis, la révolte gronde, et si les choses ne s'améliorent pas rapidement, je prédis que les gilets jaunes de demain seront les restaurateurs et leurs salariés, mais aussi tous les petits commerçants de France et de Navarre ainsi que leurs employés. Je parle des restaurateurs et de leurs salariés car c'est mon domaine d'activité, un secteur d'activité qui a particulièrement souffert de cette crise sanitaire et qui n'a pas fini d'en souffrir. Mais il en est de même de nombreux commerces, de ces commerces qualifiés de non essentiels. Mais qu'est-ce qu'un commerce non essentiel? Et non essentiel pour qui? Hormis le secteur de l'alimentaire, et là encore on pourrait discuter sur ce qui est essentiel et non essentiel en la matière. Ce qui est essentiel pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres. De quel droit le gouvernement décrète-t-il que pour les citoyens que nous sommes, jouer au loto, acheter une bouteille de pinard ou un paquet de clopes est plus essentiel qu'aller dans une librairie pour acheter un bouquin, dans un magasin pour acheter un jean ou une paire de chaussures, dans un restaurant pour manger un plat du jour et échanger quelques mots avec le serveur, ce qui pour certaines personnes seules et souvent âgées est le seul moment de vie sociale qu'elles s'accordent dans la journée. Nous culpabiliser et nous punir collectivement pour des fautes que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas commises, voilà le stratagème que l'État a trouvé afin de passer sous silence, afin d'étouffer ses propres fautes, ses erreurs, son obstination pendant des décennies à s'aborder les services publics, à commencer par le plus vital d'entre eux, l'hôpital. Vous me direz, à juste titre peut-être, que ça n'est pas de gaieté de cœur, que Macron et son gouvernement nous auront confinés, que cette décision a été prise pour épargner notre système de santé, soulager des services de réanimation débordés et sauver des vies. Mais qu'en est-il des vies sacrifiées sur l'autel de cette sécurité sanitaire? Les vies détruites de ceux et celles qui perdront leur emploi, des petits patrons qui mettront la clé sous la porte, des jeunes qui seront dans l'incapacité de trouver un travail pour financer leurs études, des personnes âgées qui mourront sans avoir pu revoir leurs enfants et leurs petits-enfants, des dépressifs qui sombreront dans l'alcoolisme ou décideront de mettre fin à leur jour, des plus précaires qui seront contraints d'aller au secours populaire ou au resto du cœur pour s'acheter à bouffer.
Quel sera le bilan sanitaire de l'effroyable crise économique et sociale à venir, pour beaucoup déjà présente? Notre économie va-t-elle continuer à survivre avec les soins palliatifs que sont les aides de l'État? Aujourd'hui, je parle en mon nom, certes, mais je m'autorise aussi à parler au nom de tous les salariés de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que ceux des autres commerces qui ont été contraints de fermer pour une durée indéterminée par décision administrative, car je sais que ce que j'exprime ici, c'est aussi ce que pense l'immense majorité des commerçants et de leurs employés. Nous revendiquons le droit de pouvoir travailler, de pouvoir exercer notre activité professionnelle dans le respect des règles visant à minimiser les risques de contamination par le Covid-19. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des citoyens libres et responsables, et nous n'acceptons pas d'être punis collectivement pour les fautes commises par un petit nombre d'irresponsables, ainsi que pour les erreurs de nos gouvernants, pour les politiques qu'ils ont menées pendant des décennies, avec l'arrogance de ceux qui, parce qu'ils sont diplômés de grandes écoles, estiment tout savoir du haut de leur tour d'ivoire, pendant que nous autres, simples citoyens, petits patrons, indépendants et salariés, nous travaillons dur pour nourrir nos familles et payer factures et crédits. Il n'y a pas de liberté ni de sécurité dans la misère. Or, c'est bien la misère qui nous attend si les choses ne changent pas rapidement. Les aides gouvernementales permettront sans doute d'en épargner certains, mais qu'en sera-t-il de tous les autres? C'est pourquoi je pense que nous devons nous exprimer, nous insurger collectivement contre cette politique de la peur et de l'infantilisation, dont le but est de nous faire accepter des mesures injustes et qui, à terme, auront des conséquences bien plus graves que celles d'un virus qui, je le rappelle, ne tue qu'entre 0,5 et 0,7% des personnes infectées. Quand certains se permettent de comparer le Covid-19 à la peste noire au Moyen-Âge, c'est indécent. Le taux de létalité de la peste était proche de 100%. D'ailleurs, à ce sujet, je ne saurais trop vous conseiller de visionner l'interview du philosophe André Comte-Sponville sur TV5 Monde, datant du 22 avril 2020. Il y analyse la situation actuelle à la lumière de la pensée de Montaigne, philosophe du XVIe siècle. Vous trouverez le lien de cet entretien dans les commentaires ci-dessous. L'avenir nous dira ce qu'il en aura été réellement de la gravité du Covid en tant que maladie, mais aussi et surtout, j'en suis convaincu, des conséquences de ces politiques de la peur et des confinements qui y sont associés, pour les millions d'individus qui, de par le monde, auront été plongés dans la précarité, pour ne pas dire la misère, à cause de l'impéritie et du manque de courage d'une classe politique qui pense avant tout à assurer ses arrières dans la perspective des prochaines échéances électorales. Je terminerai ce discours par ceci. Je ne crois pas aux théories conspirationnistes de tout acabit qui fleurissent à l'orée de cette crise du Covid-19. En revanche, je crois dur comme fer à l'adage selon lequel l'occasion fait le larron. Or, après plusieurs années de mouvements sociaux ayant mis à mal l'autorité et la légitimité du président en exercice et de son gouvernement, cette épidémie, cette pandémie tombe à pic. D'autant que ces mouvements de contestation se multipliaient aussi dans le reste du monde. Pour de nombreux États, de nombreux régimes politiques mis en difficulté par ces révoltes populaires, gilets jaunes et équivalents, la Covid fut, je le pense, une aubaine à la fois inattendue et inespérée pour mettre un terme à ces mouvements de contestation qui risquaient de devenir incontrôlables et qui aujourd'hui, grâce à cette crise sanitaire et aux mesures de restriction des libertés individuelles qu'elle a déclenchées, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Je suis d'ailleurs un peu surpris par l'insistance de notre Premier ministre, Jean Castex, lorsqu'il s'agit d'affirmer qu'il n'y aura pas de retour à la normale dans un avenir proche. C'est à se demander s'il a vraiment envie qu'il y ait un jour un retour à la normale. Car par retour à la normale, il est probable qu'il entende retour de la contestation qui risque, vu la crise économique et sociale qui se profile, de faire passer les gilets jaunes pour les gentils mignons du film « Moi, moche et méchant ». Voilà, je remercie ceux et celles qui auront pris la peine de m'écouter ou de me lire jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager avec moi votre point de vue sur la question par vos commentaires. Et dans la mesure où cette publication est publique, vous pouvez la partager si vous le souhaitez. À bientôt.